Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer ce webinaire cybersécurité à l'ère du télétravail généralisé. Bonjour Camille. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au nom de tous les collaborateurs Valtu, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Quelques informations techniques tout d'abord. Vous êtes en écoute seul, vos caméras et vos micros sont coupés. Malgré tout, vous pouvez poser vos questions dans le chat, ça sera relayé, je poserai les questions à Camille, où j'essaierai d'y répondre. Donc j'ai le plaisir effectivement d'accueillir à mes côtés, dans un mode un peu particulier avec le confinement, Camille Charodot, qui est le vice-président Product and Strategy de la Scale-up Cyber Angel, une de nos pépites de la French Tech 120, et Dieu sait si en ce moment il faut les soutenir pour continuer à améliorer et à développer l'innovation sur notre territoire français. Quelques mots d'introduction. Vous savez que le gouvernement français déroule actuellement son plan de lutte contre la propagation du coronavirus. Et les entreprises, pendant ce temps-là, et les administrations, et même l'enseignement, incitent leurs collaborateurs à privilégier le télétravail. On estime qu'on est environ 8 millions, ce qui est considérable dans ce cas à l'heure actuelle, sans compter les autres modes. Donc, les généralisations momentanées, nous le verrons, du télétravail, des télétransactions, des téléconsultations, sans oublier le téléenseignement, mettent à l'épreuve, comme vous pouvez vous en douter, l'ensemble des infrastructures numériques du pays. Le travail, on en convient, à distance, se généralise en dehors des murs de l'entreprise, étend considérablement le périmètre du risque cyber. Et en particulier, la cybercriminalité exploite la peur et l'incertitude. C'est-à-dire que le stress peut inciter les utilisateurs à prendre des mesures qui seraient considérées comme irrationnelles dans d'autres circonstances. Juste à titre d'exemple, une récente cyberattaque parmi tant d'autres a ciblé des personnes à la recherche de visuels de la propagation du Covid-19. Le logiciel malveillant était dissimulé dans une carte affichant les statistiques, et Dieu sait si les personnes les regardent, sur le coronavirus, chargé à partir d'une source légitime. Donc, les internautes étaient invités à télécharger et à exécuter une application malveillante qui affectait l'ordinateur et permettait aux pirates d'accéder au mot de passe enregistré. Donc, vous voyez qu'on a ces menaces qui nous entourent. Alors, je me tourne peut-être dès à présent vers Camille. Partages-tu le constat que le travail à distance généralisé étend considérablement le risque cyber? Et si oui, pourquoi? Merci Philippe pour cette introduction et bonjour à tous. Alors oui, en effet, nous, on est au quotidien confrontés à ces sujets chez Cyber Angel. Moi, je suis en charge de la stratégie produit de l'entreprise et donc je suis amené à échanger beaucoup avec nos clients, avec nos partenaires, et puis j'ai aussi l'activité de regarder ce qui se passe de près dans toutes les données qu'on vient récupérer au quotidien. Et en effet, on voit pas mal de choses. On entend beaucoup depuis nos clients en ce moment et on voit aussi beaucoup de choses dans nos données. Alors, pour répondre à ta question, Philippe, je voulais simplement commencer avec un petit cartoon que j'ai trouvé hier ou avant-hier dans mon feed LinkedIn et mes lectures dominicales. Simplement pour vous préciser une situation que je pense que vous avez tous les uns et les autres en tant que manager de transition rencontrés ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années. On a toujours des bonnes raisons de ne pas avancer, on a toujours des bonnes raisons de ne pas se protéger, et puis le boulet arrive, en l'occurrence le Covid-19, avec des habitudes qui changent, avec un télétravail, Philippe, tu le disais, qui se généralise complètement. Et là, on arrive au moment où on n'a plus le temps d'attendre, on ne peut plus repousser l'échéance. Alors, très concrètement, qu'est-ce qui se passe et quels sont les risques que nous, on voit aujourd'hui? Je dirais qu'il y a une grande tendance de fond qui est celle que le périmètre de l'entreprise, il ne peut plus être sécurisé par défaut ou par design tel qu'il l'était jusque-là. Il y a une notion qui nous est chère, nous, dans le monde de la cybersécurité, plus généralement dans le monde de l'IT, c'est celle de surface d'attaque. Quand vous avez une entreprise et tous ses collaborateurs qui travaillent au sein de cette même organisation, ben, la surface d'attaque, finalement, elle est plutôt réduite, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et puis, quand on passe dans un mode dématérialisé, où le télétravail se généralise,
finalement, les employés, les uns et les autres, qu'ils soient de l'entreprise, qu'ils soient partenaires, fournisseurs, prestataires, ils vont tous se mettre à travailler de chez eux et ils vont représenter de nouvelles surfaces d'attaque. C'est une croissance-là qu'on pourrait qualifier d'exponentielle. La métaphore avec celle de la pandémie, elle est vraiment immédiate. Hein. Pour le coup, la croissance, elle est exponentielle sur les cas. C'est ce qu'on a connu au cours des dernières semaines. Finalement, la croissance de la surface d'attaque, elle suit la même courbe en ce moment. Et tout ça pour vous dire que l'environnement de sécurité, finalement, il est considérablement en train de changer. On voit énormément de changements en termes de nature et en termes de volume de menaces qui viennent toucher les organisations. D'ailleurs, pas que les organisations, hein. Philippe, tu le disais tout à l'heure, ça vient aussi nous toucher les uns les autres, et j'aurai quelques exemples après, dans notre quotidien, dans nos vies à tous, les uns et les autres. Ce qu'on voit, c'est des campagnes de phishing, c'est de plus en plus de fuites de données, c'est des tentatives de connexion sur des ports ouverts, j'y reviendrai dans les détails, mais tout ça, finalement, est la conséquence de cette surface d'attaque qui croît de manière exponentielle. Ce qu'on peut aussi dire, ce qu'on voit aussi en ce moment, c'est qu'un type d'attaque un peu plus profond, un peu plus sournois est en train de se matérialiser, ce qu'on appelle les APT, vous en avez peut-être entendu parler les uns et les autres, Advanced Persistent Threats. C'est un moment propice aujourd'hui pour des attaqueurs, des hackers, des attaquants, finalement, de venir se glisser dans les failles, dans les brèches. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils vont rester là, ils vont attendre, et c'est simplement dans quelques mois ou dans quelques années qu'on pourra en constater les dégâts. Donc, tout ne se verra pas forcément aujourd'hui, mais beaucoup se verra demain et dans quelques années. Ce qu'on peut aussi peut-être préciser, c'est ce mouvement qui s'accélère vers le cloud. Je parlais de transformation digitale dès le début, mais là, dans le contexte que l'on vit aujourd'hui, l'adoption du cloud, elle va complètement s'accélérer. On pense aux différents outils qu'on utilise les uns et les autres. Aujourd'hui, là, on est avec Philippe et vous tous sur GoToWebinar. On entend parler de Zoom, on entend parler d'outils de communication, d'éducation en ligne, etc. Voilà, donc on va mettre de plus en plus nos données, nos informations propriétaires dans le cloud, dans les applications. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on contrôlait à l'intérieur de l'organisation, finalement, ça sort, là encore, de plus en plus. Et il va falloir, dans un contexte cyber, du coup, s'adapter à cette expansion de la présence digitale, de la présence cloud des entreprises. Troisième élément que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est que l'environnement IT, il est de plus en plus complexe et il faut de plus en plus d'outils pour le supporter. Alors, on a parlé du télétravail. Le télétravail, ça implique de nouveaux outils. Je pense que pour bon nombre d'entre vous, dans les entreprises où vous passez, où vous travaillez, il y a l'idée de se connecter par des moyens sécurisés. Il y a l'idée du VPN. Il y a des architectures qui sont de plus en plus hybrides. C'est aujourd'hui très compliqué de laisser l'intégralité de son infrastructure dans un seul et unique data center, en particulier on-premise. On avance vers le cloud, mais on avance aussi vers le multi-cloud et les architectures hybrides. Et tout ça, il faut le contrôler. Une question qui est aussi très importante, c'est celle du shadow IT. Chacun chez soi est tenté par l'utilisation d'outils un petit peu nouveaux parce que c'est beaucoup plus simple de le faire en direct, sans un compte entreprise, parce que l'IT desk est un petit peu plus loin ces temps-ci et donc on est tenté de faire les choses tout seul. Et ben voilà, ça malheureusement c'est une source de failles, une source de fuite de données extrêmement importante. Et puis le dernier point, on en reparlera un peu plus en détail, c'est les vulnérabilités des réseaux. Donc tout ça pour vous dire qu'on ne contrôle plus comme avant tout ce qui est à l'intérieur du périmètre de l'entreprise. Justement, Camille, on a une question assez précise par rapport à ce que tu évoquais. Pour sécuriser le télétravail, faut-il utiliser systématiquement un VPN depuis chez soi? Question que pas mal de personnes se posent. Oui, c'est une bonne question. Systématiquement, malheureusement, on n'est pas dans un monde binaire où on peut toujours répondre par oui ou par non. C'est une bonne pratique. Après, il faut aussi faire le constat que tout le monde n'est pas équipé aujourd'hui de ce genre d'outils et en fonction de l'entreprise et de la taille de l'organisation dans laquelle on évolue, eh bien, certains n'en seront pas dotés alors que d'autres le seront. L'important, c'est d'utiliser des services les plus sécurisés possibles à distance et de s'assurer d'enlever toute mauvaise configuration possible du côté du travailleur chez lui à domicile.
Je parlais des vulnérabilités réseau. Hein, et ben, la première des choses à regarder, c'est la configuration de son fournisseur d'accès Internet et de la box qu'on a tous chez nous. Simplement un mot de passe défini, protégé, qui n'est pas en clair, qui n'est pas accessible en termes de Wi-Fi à tout le monde. Ça, c'est un premier point. Donc non, le VPN n'est pas indispensable, c'est une bonne pratique, mais il y a d'autres façons de se connecter. On parlera un petit peu de RDP tout à l'heure, de Remote Desktop Protocols, avec les failles que ça comporte, mais il y a d'autres façons de le faire. Ok, peut-être pour avancer sur des illustrations concrètes, tu peux peut-être nous partager des exemples de brèches de sécurité que tu as pu observer. Oui, ouais, tout à fait. Je pense que ce qu'on voit là en ce moment, c'est principalement trois grands types de menaces. La première, c'est tout ce qui concerne des campagnes de phishing. Et là, ce que nous, on constate, c'est une augmentation d'à peu près 700% entre le mois de février et le mois de mars de cette année, depuis le début de la crise du Covid. Une campagne de phishing, c'est quoi? C'est finalement des tentatives d'impersonation, impersonation en anglais, où là, pour le coup, les uns et les autres essaient d'exploiter des failles, essaient de se faire passer pour quelqu'un qu'ils ne sont pas, pour ensuite essayer de soutirer des informations confidentielles, par exemple des credentials, des clés API, des éléments de signature sur des documents contractuels, à une organisation en passant par ses maillons les plus faibles. Et ces campagnes de phishing, elles ne sont pas que dans le monde de l'entreprise. Elles sont aussi dans nos vies personnelles. Je suis sûr que vous en recevez un certain nombre au quotidien. Donc là, vigilance sur le sujet. Ça passe souvent par des noms de domaines frauduleux. Et là, il est très important de regarder ce qui se passe sur ces noms de domaines frauduleux. Souvent, c'est une lettre qui change. C'est un chiffre qui est modifié dans le nom du domaine. Et on n'y fait pas attention. Et on reçoit un email à partir de ce nom de domaine frauduleux. Et puis, on clique. Et puis là, malheureusement, le mal est fait. Ça, c'est un élément qu'on voit beaucoup en ce moment. Le deuxième que je voulais te mentionner, Philippe et vous tous, c'est celui du Shadow IT. J'en parlais rapidement dans mon intro. Le Shadow IT, c'est finalement tous ces outils qu'on utilise pour nous simplifier la vie au quotidien. Zoom, c'est un bon exemple. On pense aussi à son NAS Drive qu'on peut tous avoir les uns et les autres, qu'on branche sur son laptop à domicile et qu'on laisse ouvert, connecté, accessible à tous sur Internet. Ça, malheureusement, les directions de l'information, des systèmes d'information, elles ne le voient pas, elles ne le savent pas. Si tous les moyens de protection n'ont pas été mis en place et si le device de l'utilisateur n'est pas managé par l'entreprise. Et donc là, on prend un risque énorme à exposer de la donnée confidentielle, accessible à tous, publique sur Internet. Donc là, dans cette période, vigilance accrue sur le sujet du Shadow IT, c'est vraiment indispensable parce que c'est la première source de fuite de données. Le dernier élément là pour illustrer un petit peu ce contexte du Covid, c'est le sujet des ports ouverts. On parlait du VPN, qui est une excellente pratique. Il y a un autre sujet dont on parle beaucoup ces dernières semaines, mais qui n'est pas nouveau, hein, c'est celui du RDP, du Remote Desktop Protocols. Façon d'accéder à des serveurs de manière sécurisée, serveurs qui appartiennent à l'entreprise, à l'organisation, sans rentrer dans tous les détails. Ce qu'on constate, nous, là, depuis ces dernières semaines, c'est qu'il y a une augmentation continue d'une semaine à l'autre, assez forte du nombre de ports RDP ouverts et donc accessibles à tous, parce que mauvaise configuration, parce que négligence relative des uns et des autres quand il s'agit de la configuration de ces systèmes et de ces protocoles. Et donc là, on voit grosso modo une augmentation d'à peu près 50% d'un mois à l'autre, entre février et mars, sur ces protocoles ouverts. Ce n'est pas un sujet nouveau, hein. Certains d'entre vous se rappellent peut-être de Bluekeep l'année dernière, un sujet remonté par Microsoft, cette faille de sécurité sur RDP. Et ben, malheureusement, aujourd'hui, pour tous ceux qui n'ont pas réagi assez tôt et qui n'ont pas fixé le problème, et ben, on se retrouve impacté, notamment sur l'utilisation de ce protocole. Camille, il y a une question, tu viens de le citer parce que c'est d'actualité. Ouais. Une question sur le souci avec Zoom qui vient d'être cité, tu l'as cité comme souci un peu Shadow IT. Est-ce que tu peux peut-être préciser les conséquences avec Zoom ou ce que tu en perçois? Parce que c'est de par leur croissance exponentielle, je pense que c'est intéressant de le partager selon ton point de vue. Oui, tout à fait. Et tu le dis, hein, pour le contexte, c'est une croissance exponentielle de Zoom et plus largement des outils de collaboration en entreprise. Il y en a un qui fonctionne aussi à plein régime là en ce moment, c'est Teams de Microsoft. Alors c'est vrai que ces derniers jours, ces 2 dernières semaines, l'attention elle s'est un peu plus portée sur Zoom suite à la détection de failles de sécurité.
Typiquement, la possibilité aux uns et aux autres de venir se connecter à des meetings Zoom sur lesquels ils n'étaient pas invités, avec les conséquences que ça peut avoir, hein, puisque quand on les détecte, c'est très facile de les exclure. Quand ce n'est pas le cas, malheureusement, sur des meetings larges où on vient partager de l'information confidentielle, on imagine les conséquences directes que ça a à avoir en termes de propriété intellectuelle, en termes de fuite de données, en termes d'espionnage et d'intelligence économique. Là, ça devient une problématique majeure. Alors, il y a plein d'actions qui sont mises en place en ce moment chez Zoom, hein, et je pense que c'est les affres de la croissance. La question derrière, c'est de savoir à quel point ces outils-là aujourd'hui peuvent être instrumentalisés ou non, si ce n'est par des entreprises, plutôt par des États. Mais là, le problème, je pense, il est en amont. Il n'est pas forcément au niveau de Zoom et des outils de communication de ce type-là. Il est véritablement au niveau des fournisseurs d'accès, des réseaux et des points d'entrée qui sont laissés aux différents États pour venir filtrer l'information qui y circule. Donc, même avec un Zoom ou d'autres outils de communication entièrement sécurisés, ce risque-là et les conséquences engendrées existera toujours, mais à un autre niveau, à celui des États. Très bien. Est-ce que tu as d'autres exemples de breach? Ouais, c'est ça, Philippe. Peut-être je peux vous en montrer deux ou trois que nous-mêmes, on a trouvé directement là, ces temps-ci chez Cyber Angel. Là, vous voyez le résultat d'un NAS Drive, donc on parlait de Shadow IT tout à l'heure, laissé ouvert chez l'un de nos clients dans le secteur de l'aéronautique, qui en l'occurrence travaille sur le design d'une nouvelle pièce d'un réacteur d'avion avec un sous-traitant, avec un partenaire à Taïwan. Et malheureusement, ce partenaire, lui, l'un de ses employés a laissé ce NAS Drive ouvert, public, accessible à tous, sur lequel, ce que vous voyez ici à l'écran, à savoir un plan d'une pièce, d'une vis spécifique d'un réacteur de cet avion-là, malheureusement, s'est retrouvé ouvert, laissé à tous sur le réseau. Et donc, l'important ici, c'est de venir le détecter le plus vite possible, avant qu'il ne se retrouve à être exploité par un attaquant. Mais ça, c'est typiquement un risque de Shadow IT qu'on vient trouver au quotidien, avec des conséquences énormes, hein, parce que c'est des programmes de R&D qui peuvent impliquer des centaines de millions, voire des milliards d'euros ou de dollars à chaque fois. Un deuxième exemple que je peux vous donner à tous, dans le monde du digital, ici, ce que vous voyez, c'est les plans d'un data center, donc un data center physique, hein, qui appartient à l'un des GAFA, pour le coup, qui ont là aussi des data centers partout à travers le monde. Alors, je ne vous donne pas le nom, mais c'est ni Google, ni Microsoft. Mais là, simplement pour vous dire qu'on a trouvé ces plans d'un data center en Pologne. Qu'est-ce que vous voyez sur ces plans, hein? Ces plans, ils viennent directement de l'architecte. Donc, vous avez les détails de l'installation physique du data center, avec toutes les baies que vous voyez ici, avec des informations sur le système de sécurité physique qui est en place, toutes les caméras, avec les angles de détection des caméras. Et puis, ce que vous voyez là, en bas à gauche, c'est ce qu'ils appellent le Security Room Details, donc le détail de la salle de sécurité où se trouvent les agents de sécurité, avec même la localisation de l'attack button là, en cas d'attaque, pour brûler de manière électromagnétique l'ensemble des baies, l'ensemble des serveurs qui se trouvent dans le data center. Donc, quand on accède à ça simplement par négligence de l'architecte, du prestataire qui a fait fuiter cette information, ben là, le risque engendré derrière, il est énorme. C'est un risque de sécurité physique sur les installations. Peut-être le dernier élément, je ne vous les montre pas tous, mais j'essaie simplement de faire le lien avec le monde des consommateurs dans lequel on est tous aujourd'hui, et pas que le monde de l'entreprise. Ça, c'est ce que nous, on vient trouver, par exemple, quand on regarde des campagnes de phishing ou des sites frauduleux liés à la crise du Covid. Donc, vous voyez que certains n'hésitent pas à venir vendre et proposer en ligne des moyens pour désinfecter sa maison et la protéger contre le coronavirus, avec des domaines frauduleux type antiCoronavirus-covid-19.fr. Une autre arnaque qu'on trouve assez vite en ligne, ben voilà, un site de vente de masques complètement frauduleux, covid19protect.fr. Et puis, un dernier exemple que je voulais vous partager, là, vous savez, au moment du lancement des fameuses attestations de déplacement dérogatoire, dans le flou qui a suivi l'annonce du gouvernement, de nombreux sites ont fleuri pour proposer l'édition de ces fameuses attestations. Et on ne savait pas trop ce qui se passait avec les données derrière. Et donc là, l'outil, nous, qu'on a mis en place, typiquement, permet d'aller remonter
tous ces sites frauduleux de création de fausses attestations, qui les possède, quels sont les IP concernés, où est-ce qu'ils sont hébergés, pour qu'ensuite tout ça puisse être remonté à la direction des fraudes et que les sites puissent être mis hors de service assez rapidement dans la foulée. Mais donc tout un chacun, là, et pas que dans le contexte de l'entreprise, on peut être touché par ce genre d'arnaque au quotidien. Donc je pense que tu l'as démontré et je pense que tout le monde le ressent. On a une pression absolument phénoménale sur les menaces de sécurité, à la fois sur les entreprises, par les collaborateurs et les organisations de tout type, les consommateurs. Et c'est vrai que l'utilisation du mot Covid-19 est absolument massive pour essayer de nous détourner, ça c'est clair, ou de capter des données. Donc peut-être la dernière partie de ce webinaire, quelles sont tes propositions de solutions, court, moyen, long terme, les impacts financiers et comme tout le monde réfléchit au monde d'après, est-ce que toi tu vois un monde d'après dans la cybersécurité ou alors simplement une continuité? Ouais. C'est une très bonne question, une très vaste question, et je serais curieux de lire les retours des uns et des autres qui nous écoutent, hein, Philippe, par ton intermédiaire, pour voir ce que les uns et les autres en pensent. Je pense qu'il est assez tôt pour savoir à quoi va ressembler le monde d'après, mais je peux peut-être essayer de vous donner quelques éléments. Philippe, tu parlais de solutions. Par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, moi, je veux rappeler des principes peut-être déjà qui sont très, très simples. La cybersécurité, ça a toujours été, et ce n'est pas nouveau à l'ère du Covid, une course entre l'attaquant, le hacker, et la société qui essaie de se protéger. Et donc, c'est une course finalement contre le temps où il faut aller le plus vite possible pour se protéger. Donc, un schéma général, c'est de se dire, il y a une vulnérabilité quelque part, il y a une fuite potentielle due à une mauvaise configuration, à de la non-compliance, à de la négligence d'un employé, d'un partenaire, d'un prestataire, etc. La conséquence directe de ça, c'est ce qu'on appelle le hack ou la fuite de données. Et c'est ce qu'on lit tous les uns et les autres dans la presse, médias, conséquences sur le business, sanctions. Hein, on a tous en tête le cas Marriott avec l'amende assez colossale de 123 millions de dollars pour non-respect des règles de GDPR en Europe, avant que l'entreprise ne réussisse finalement à colmater la brèche et apporter ces solutions. Mais là, c'est beaucoup trop tard. Donc, ce qu'il faut être en mesure de faire, c'est de détecter le plus en amont possible. Il faut toujours se placer au plus proche de la donnée. Il faut toujours être en mesure de dire, et ça va revenir ensuite sur une idée que je développerai, qui est celle du zéro trust, on ne fait pas confiance par défaut. On se dit que tout peut fuiter et on essaie d'anticiper, on essaie de prévenir avant l'exploitation de la fuite de données. Donc, dans la kill chain de l'attaque, c'est un mot qui est assez important dans le monde de la cybersécurité, il faut toujours se placer le plus en amont possible et donc se doter de capacités de détection, de prévention, de protection en amont. Après, il est malheureusement beaucoup trop tard et le mal est fait. On parlait du monde d'après. Peut-être, moi, je voulais juste vous donner quelques résultats de discussions que j'ai eues récemment avec Forrester et en particulier leurs analystes en charge de ces questions de cybersécurité. Il y a une vraie question pour les directions IT, pour les directions cyber aujourd'hui dans les entreprises, de savoir à quoi ressemblera le monde de demain. Et donc, quand on pose la question à ces directions-là, et peut-être vous-même pourrez témoigner dans la foulée, de savoir s'ils s'attendent à une augmentation, à une diminution des budgets de cybersécurité dans les mois et dans les années à venir, la réponse, vous la voyez, je vous invite à regarder plutôt la dernière ligne de ce graphe-là de Forrester. Pour 8% d'entre eux, ils disent oui, on va avoir une chute du budget d'à peu près 5% ou plus. Mais pour plus de 45, presque 5% d'entre eux, ils nous disent qu'on aura une augmentation du budget cyber. Donc, nos dépenses, IT Security, Information Security, vont, dans 50% des cas, vraisemblablement augmenter de 5% ou plus dans les mois qui viennent. Donc, ça correspond à l'évolution de l'environnement que je décrivais au début. Il va y avoir des budgets. Alors, c'est peut-être pas forcément ce qu'on voit tout de suite, parce que pour l'instant, il y a une espèce de mode réactif face à la panique, face à la désorganisation engendrée. On fait en sorte d'atterrir, de retomber, de pouvoir opérer normalement. Mais dans les semaines et dans les mois qui viennent, au moment de la décongélation des budgets liés au mode de crise, là, on va avoir une augmentation assez forte, assez importante des budgets de cybersécurité.
Et ça se passe dans un contexte intéressant qui est celui de difficulté à staffer. Aujourd'hui, dans le monde de la cyber, il y a des équipes qui ont énormément de mal à recruter. C'est toutes les équipes SOC et les équipes CERT. C'est le monde du service, c'est le monde de l'incident response en quelque sorte. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 millions de jobs, malheureusement, qu'on n'arrive pas à pourvoir partout à travers le monde. Alors, on va voir ce qui va se passer hein, avec la crise, avec ces millions de gens qui se retrouvent sur le marché du travail. Est-ce qu'ils auront les bonnes compétences? Est-ce qu'on pourra les embaucher sur ces capacités-là? Là, il y a une vraie question. Je pense que ce que ça traduit derrière dans la durée, c'est un switch sur un mode qui était avant entièrement humain, où on faisait de la cyber avec énormément de capacités humaines, vers un monde où on va faire parler beaucoup plus l'intelligence artificielle, le machine learning, ce que nous on appellera l'augmented intelligence. Et pour vous montrer un petit peu à quoi ça correspond, cette évolution, elle n'est pas nouvelle, mais elle va être accélérée. Dès les années 2010, au début de la cybersécurité, on parlait de threat intelligence. On pouvait traiter quelques attaques ou quelques fuites de données par jour, et c'est essentiellement des humains qui le faisaient. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut regarder, et encore plus dans ce contexte où la surface d'attaque explose, c'est des milliards de documents qui peuvent sortir du périmètre de l'entreprise tous les jours. Et quand on parle de milliards, ici, on a complètement changé d'échelle et on ne peut plus le faire simplement avec des humains. C'est là où il va falloir que ceci soit assisté, c'est le concept d'augmented intelligence, hein, par des machines, par des robots, par des algorithmes qui pourront les aider à se concentrer sur ce qui est le plus critique pour l'organisation, ce qui est le plus critique pour l'entreprise. Donc, il y a ce switch vers le Machine Driven Insights que je présentais tout à l'heure. Et peut-être simplement pour conclure, là encore issu d'une discussion avec Forrester que j'avais la semaine dernière, quand on leur pose la question de savoir à plus long terme qu'est-ce qui va se passer là après cette crise du Covid-19, eux nous mettent en avant quatre éléments. Pour toutes les entreprises, ce qu'ils appellent le pandemic planning. Donc, c'est tous les process qui permettent la continuité du business dans un cas de crise sanitaire comme celui que l'on vit aujourd'hui. Personne n'en avait ou très peu en avait. Hein, et finalement, ça va devenir quelque chose de standard là, à l'avenir, dans un contexte cyber d'autant plus critique. Un autre élément dont je parlais très rapidement, c'est celui du zéro trust. C'est une nouvelle approche qui n'est pas nouvelle. Hein, et puis, chez IBM, par exemple, on en parle depuis des années. Mais là, je pense qu'il est véritablement clé de commencer à l'appliquer. C'est de se dire, par défaut, on ne fait pas confiance. Dès qu'on vient travailler avec un nouveau prestataire, qu'on ajoute un nouvel outil, qu'on branche un nouveau réseau, eh bien, on doit contrôler, on doit vérifier. C'est le never trust, always verify. Et là, pour le coup, la notion de périmètre sécurisé, elle a complètement explosé avec cette approche du zéro trust. Et on vient à chaque fois à poser des contrôles et des vérifications. Ça, je pense que ça va véritablement se développer et il faudra de plus en plus contrôler n'importe quel acteur ou prestataire avec lequel on travaille. Oui. Le troisième point, j'en parlais, c'est le cloud. Donc, je ne vais pas y revenir, mais par contre, j'insiste peut-être sur le dernier. La surface d'attaque explose, de plus en plus de prestataires, de partenaires, ce qu'on appelle la gig economy, avec des freelancers aussi qui vont être de plus en plus impliqués. Il va falloir s'assurer de la résilience de ses fournisseurs, de ses clients, de ses partenaires, de ses prestataires. Parce que c'est grâce à cet écosystème que demain on va survivre, grâce à ces communautés qui sont en train de se créer. Et donc, il faut s'assurer que chacun des maillons de la chaîne apporte sa pierre à l'édifice là et contribue à la résilience globale. Donc voilà un petit peu ces tendances globales que je voulais partager. Camille, on a de nombreuses questions. On ne va pas pouvoir répondre malheureusement à toutes. On approche de 10 heures, mais peut-être sur le Zero Trust que tu viens de développer, une question, disons, le Zero Trust n'incite-t-il pas à des certifications réelles? Oui, oui, il va falloir des certifications, il va falloir des tests. En fait, c'est le concept de preuve et de preuve de valeur qu'il va falloir de plus en plus mettre en place dès lors qu'on adopte un nouveau process, un nouvel outil, une nouvelle politique au sein de l'entreprise. Alors, la difficulté de preuve réelle, c'est que dans un contexte entièrement dématérialisé, télétravail, télééducation, téléenseignement dont tu parlais, Philippe, c'est beaucoup plus difficile à le faire. Et donc, il va falloir trouver une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de certifier. Mais néanmoins, c'est quand même important de partir de ce principe, de ce postulat de base, qu'on n'arrivera plus à sécuriser les choses comme avant.
et que donc, malheureusement, il y a une vérification qui devra s'imposer à chaque fois. Il y a peut-être une dernière question. Quelqu'un qui se dit, bon, bah, télétravail en confinement, est-ce que c'est vraiment compatible avec la cybersécurité? Ou alors voilà, c'est un risque qu'on prend de toute façon, où il y a vraiment des moyens d'assurer une cybersécurité de très bon niveau. Ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est un risque qu'on prend. Et la question, elle est dans le curseur. Quelle liberté on laisse à des fins peut-être de davantage de productivité par rapport à quelles contraintes on impose à des fins de sécurité ou de sûreté de manière plus générale. Et donc là encore, c'est pas binaire hein, la réponse, et les uns et les autres vont vouloir placer le curseur à différents endroits. Et je pense que d'autres facteurs là entrent en considération. La situation économique de l'entreprise, ceux qui pâtissent énormément de la crise vont vouloir faire en sorte que ça redémarre le plus vite possible, et donc vont peut-être vouloir s'affranchir d'un certain nombre de contraintes de sécurité. D'autres pour qui la fuite de données est simplement impensable du fait de la nature de leur business, et bien là vont déplacer carrément le curseur de l'autre côté. Donc il va y avoir à chaque fois un juste milieu à trouver, sachant que bien sûr on n'arrivera pas à empêcher jamais tous les types de risques. Bien sûr. Peut-être dernière question, est-ce que tu vois des changements dans la gouvernance entre RSSI, DSI, directeur financier? On a parlé, vu les impacts que tu as énoncés pour certaines entreprises, les directions financières s'emparent de ce risque cyber. Est-ce que tu vois des changements de gouvernance dans tes clients au niveau français et mondial, puisque vous êtes oui, il y a, je pense, une fonction qui va se retrouver sur le devant de la scène dans les mois qui viennent, c'est celle du risque, c'est celle du risk management. Puisque finalement, le risk management était très souvent l'apanage des opérations ou de la finance, du CFO, et pour le coup, l'autonomie ou l'indépendance était relativement faible. Demain, et suite à un contexte comme celui du Covid-19, le risque va vraisemblablement prendre énormément d'importance au sein des entreprises qui vont mettre en place des stratégies intégrées. Ça va être l'essor de tout ce qu'on appelle le Integrated Risk Management, et le Digital Risk Management en fait partie hein, avec tout ce que je viens de décrire aujourd'hui. Mais donc beaucoup plus de responsabilité et beaucoup plus d'autonomie sur cette partie gestion du risque au sein des grandes entreprises. Alors, ça ne va pas remettre en cause les périmètres des équipes IT, des équipes sécurité, des équipes opérations, mais je pense que là, il va y avoir un nouvel acteur qui va petit à petit faire son apparition au comité de direction, et il va falloir l'écouter puisque la résilience va devenir un facteur clé. Parfait. Écoute, Camille, on arrive à la fin de ce webinaire. Merci pour toutes ces informations et précisions. N'hésitez pas, on vous communiquera à l'ensemble des participants le livre blanc qu'a formalisé les équipes de Cyber Angel là très récemment, donc avec des informations qu'a partagées Camille et bien d'autres. Donc merci à toi Camille, merci pour votre attention. Je voulais juste vous informer du prochain webinaire qui aura lieu le 24 avril à 9 h, pendant lequel Sylvie Charissou, manager transition, partagera son expérience et les perspectives liées à l'usage massif du télétravail qu'on vient de voir sous le prisme de la cybersécurité. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, malheureusement encore confinée pour quelques semaines. Soyons résilients et restons chez nous. À bientôt, merci. Et merci à toi Philippe, merci à tous d'être venus ce matin, à très bientôt.